Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du cycle Échanger pour mieux comprendre, organisé par la Fondation Tijari Wafa Bank. Aujourd'hui, en compagnie de nos invités, nous allons essayer de décrypter les différentes facettes de la diplomatie marocaine sur ces 2 dernières décades et œuvrer à identifier aussi les prochains défis qui attendent le Maroc d'une manière particulière et puis les pays africains d'une manière générale. 2022 a été une année difficile, a été une année mouvementée, troublante, cruciale aussi. Mais le Maroc a bougé, l'Union africaine a bougé, l'Afrique a bougé, a fait bouger les lignes. 6 ans après son retour à l'Union africaine, donc en 2017, le Royaume investit et s'investit encore plus en Afrique. Et il s'inscrit dans la droite ligne de son action telle qu'elle avait été décrite, développée, conceptualisée par le roi Mohamed VI lors de son fameux discours d'Abidjan. Rapidement, en trois grandes phases, les 22-23 dernières années, la première décade du 21e siècle, 2000-2010, la préparation, 2010-2020, l'action, 2020 à maintenant et pour plus tard, la consolidation. En gros, c'est ce qu'avait dit le roi à Abidjan. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et les Africains aux Africains. Avec moi aujourd'hui pour en débattre, 2 invités, 2 éminents connaisseurs de l'Afrique. Samir Chaoukri, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, vous avez une longue carrière de journaliste qui vous a conduit tour à tour de la direction de l'Massa à la fondation, à la création des Inspirations Éco. Vous avez aussi une très bonne connaissance de l'Afrique en tant que géopolitologue et connaissance consolidée par votre fonction occupée au sein du groupe OCP en tant que conseiller du président du groupe. Vous venez de publier votre dernier ouvrage dont vous nous parlerez, Mohamed VI, roi africain, 20 ans de diplomatie marocaine en Afrique, 2000-2020, dont vous allez nous donner les grandes lignes. Merci d'être avec nous. Adam Awad, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous à partir de Dakar, mais vous êtes quand même avec nous. Vous êtes diplômé en commerce international. Vous avez tour à tour occupé plusieurs fonctions au sein des médias marocains, au sein des rubriques économiques spécialement. Vous avez été rédacteur en chef du magazine Les Afriques. Et puis, vous êtes directeur de publication du très primé Financial Afrique. Et vous êtes vous-même lauréat de plusieurs prix de journalisme. Merci aussi d'être avec nous. Donc, nous allons sacrifier à la tradition et revenir à l'histoire et un rapide bilan. Mais pour votre bilan, Samir Chaoukri, vous allez donc nous donner, enfin revenir sur les grandes lignes de votre ouvrage dont je parlais tout à l'heure. Un ouvrage très intéressant que j'ai lu, que je vous conseille aussi de lire sur un retour sur les 20 dernières années du Maroc africain ou de l'Afrique marocaine. Merci pour votre invitation, tout d'abord. Merci au groupe Tijari Wafa Bank pour cette belle initiative. Pour parler de cet ouvrage, il faut rappeler que j'ai démarré tout naturellement par un flashback sur l'histoire du Maroc par rapport à son continent africain. Parce que le Maroc et l'Afrique, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une longue date. Et c'est une relation séculaire, certainement, qui date de plusieurs siècles. Mais je me suis focalisé de l'ère après indépendance, donc avec un premier chapitre sur cet ancrage Maroc-Afrique. Mais l'essentiel de mon livre porte sur la période d'après intronisation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, c'est-à-dire depuis 1999, et bien sûr avec un autre chapitre sur les péripéties de cet épisode ô combien croustillant qui est le retour du Maroc à l'Union africaine, le retour dans sa place. Vous en parlez avec force détail dans votre bouquin. Oui, parce que c'est le cœur du livre. J'y étais dans les coulisses, donc je raconte ce retour comme une histoire où les coulisses étaient fortement signalées, racontées, et où ce retour et ces péripéties étaient à la fois douloureuses, mais in fine heureuses. Et je peux dire que je termine bien sûr le livre sur les perspectives d'avenir parce que le Maroc a aujourd'hui de très bonnes relations partout dans le continent.
mais ces acquis méritent d'être consolidés, renforcés, et je vois l'avenir avec un œil d'optimisme, mais tout de même avec des efforts à déployer. Nous y reviendrons donc avec force détail sur les différents thèmes que nous allons traiter. Adama Ouad, alors nous sommes donc à presque 9 ans, presque jour pour jour, du désormais fameux discours d'Abidjan du roi Mohamed VI, où le souverain disait que l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique, que l'Afrique ne doit pas rester otage de ses problèmes actuels, politiques, économiques et sociaux, et que l'Afrique doit triompher de l'afro-pessimisme. On en est où maintenant après 9 ans? Justement, c'est là la constance un petit peu du discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'est une Afrique pour les Africains et par les Africains. Vous avez évoqué le discours d'Abidjan, mais c'est aussi le discours de Dakar, je dirais, un petit peu une année avant le discours d'Abidjan, à l'occasion de l'anniversaire de la marche verte, où le roi avait depuis Dakar appelé aussi à cette Afrique-là nouvelle, à cette Afrique qui va tirer l'essence de ses matières premières, de ses potentialités au bénéfice de ses populations. Je pense que ce qui est à noter dans cette volonté royale, c'est surtout le pragmatisme, parce qu'avant, par le passé, nous avons eu un petit peu beaucoup de discours sur le panafricanisme, mais c'était plus je dirais, des discours de revendication, des discours plutôt très populistes, très politiques, mais qui ne se fondaient pas sur la réalité du terrain. Et là, c'est là où il y a des nouveaux. C'est qu'on parle de chaîne de valeur, on parle de consolidation des potentialités africaines, on parle de transformation des matières premières. Et c'est vraiment là la nouveauté, c'est le côté mobilisateur du discours royal, qu'on voit à travers aussi des actions concrètes, comme la présence des entreprises marocaines en Afrique de l'Ouest, les investissements surtout, puisque quand même le Maroc est devenu, en l'espace de 20 ans, l'un des tout premiers investisseurs africains en Afrique. Et là, c'est vraiment quelque chose à relever. Quand on sait que l'Afrique du Sud, qui est de loin, même si le Nigeria par le PIB est déclaré première puissance économique, c'est quand même l'Afrique du Sud qui est la première puissance technologique et industrielle africaine. Quand on sait qu'elle a du mal à dépasser le fleuve Limpopo, c'est-à-dire l'Afrique australe, pour aller justement dans les autres zones du continent. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire d'emblée par rapport à l'action réelle en Afrique. Alors le plus important étant aussi d'avoir défini les différents besoins et aussi les très nombreuses opportunités et potentialités. Alors durant cette dernière décennie, les yeux du monde étaient rivés sur un certain nombre de problèmes issus en grande partie de la grande crise économique et financière de 2008, mais il y a eu aussi les bouleversements et les tribulations géopolitiques ici et là. Il y a eu un réchauffement climatique de plus en plus marqué, où bien entendu l'Afrique est la moins responsable, mais la plus touchée. Mais revenons, si vous le voulez bien, avec vous deux, Samir Chawki, Adama Ouad, sur ces 20 ans d'action. Alors 20 ans d'action, d'interaction, 57 visites dans 29 pays, plus de 1000 accords signés, pratiquement ce qui a été fait, vous le dites parfaitement dans votre bouquin, Samir Chawki, dans votre livre, excusez-moi, ce qui a été fait sur les 20 dernières années est pratiquement le double de ce qui a été fait sur les 30 ou 40 années précédentes. Alors ça donne des résultats, ça produit de l'effet. Feu le roi Hassan II, donc, disait que le Maroc a ses racines en Afrique. Des racines particulièrement implantées en Afrique de l'Ouest essentiellement. On voit la carte et puis on voit un Maroc qui s'étend vers l'Afrique, mais en commençant par son prolongement immédiat qui est l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous pourriez nous revenir avec nous avec des précisions sur les avancées réalisées dans ces dernières années dans cette région en matière d'infrastructure, de valorisation, de coopération et solidarité sud-sud? En effet, Hassan II parlait beaucoup plus de l'Afrique de l'Ouest, partant de ses relations intimes avec un certain nombre de chefs d'État, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon. Mais avec l'avènement de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, il y a eu un changement de paradigme pour traiter l'Afrique en tant que continent. Mais au départ, il fallait consolider les acquis au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et c'était
tout naturellement qu'il y a eu un focus dès le départ, d'abord sur les visites. Donc les premières visites royales ont été dans cette région africaine qui est l'Afrique de l'Ouest. Et naturellement aussi, les premiers investissements ont atterri dans les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée. Donc cette région, il faut le dire, elle accapare une attention particulière pour le royaume de par, je ne dirais pas son amitié, ce serait peu dire, c'est beaucoup plus que l'amitié, beaucoup plus que l'alliance de ces pays par rapport au Maroc. C'est une relation toute particulière et que le roi Mohamed VI a bien voulu consolider et renforcer. C'est pourquoi que, si Adama disait tout à l'heure que le Maroc est le premier investisseur et le deuxième investisseur africain en Afrique, et il est le premier investisseur africain dans l'Afrique de l'Ouest. Et les 40 milliards de dirhams d'investissement marocain en Afrique, ils sont à 2/3 en Afrique de l'Ouest. Donc c'est dire toute l'importance que porte le Maroc à cette région, d'abord de par sa proximité au royaume, mais ensuite de par des proximités culturelles, et on pourra en détailler tout à l'heure, mais cette proximité économique et partant des investissements, il se traduit naturellement sur le terrain par les infrastructures qui ont été lancées par le Maroc ou en co-construction, dans le cadre de partenariat de co-construction entre le Maroc et ces pays-là, en matière de BTP, en matière d'immobilier, en matière de réseau électrique, en matière de transport aérien et surtout en matière de réseau bancaire. Et on reviendra tout à l'heure. On reviendra sur les banques. Juste pour revenir sur le terme que vous cherchiez tout à l'heure, plus de l'amitié, c'est de l'affinité, peut-être même de la fusion, puisque les relations remontent à il y a 1000 ans. Oui, on regarde la grande anthologie de l'UNESCO, elle décrit bien ça. Alors, Adama Ouad, Sa Majesté aussi parlait dans son discours de leader décomplexé en Afrique. Est-ce que vous pensez que maintenant le continent qui compte de plus en plus de ces leaders décomplexés, est-ce qu'on est arrivé à à mettre en place une stratégie véritablement audacieuse et décomplexée? Alors, je dirais effectivement que nous sommes maintenant dans le dur, parce qu'après avoir consacré ces 20 dernières années à monter en force dans les pays stratégiques pour le Maroc, l'Afrique de l'Ouest, c'est une zone d'influence, il faut le dire, culturel, spirituel, il y a des liens. Donc, maintenant, nous sommes arrivés dans le but parce que quand même, il faut savoir que c'est une zone où il y a d'autres pays concurrents, des pays non africains, c'est les anciennes puissances coloniales, c'est la Turquie, ce sont les pays d'Asie. Et d'une part, il y a cela, et d'autre part, vous avez des opérateurs économiques africains qui voient dans le Maroc un partenaire, ça c'est vrai, c'est un peu le sentiment le plus partagé, mais aussi derrière, qui y voient une sorte de concurrence. On a vu que quand le Maroc a demandé à adhérer à la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est plutôt les industriels nigérians qui ont émis des réserves en disant que, écoutez, nous n'avons pas les moyens de concurrencer les entreprises marocaines. Donc, l'un des points de friction qui pourront justement apparaître dans cette relation entre l'Afrique et le Maroc, ce sera l'économique, et d'où justement le leadership nécessaire des dirigeants pour dépasser les écueils. N'oubliez pas que le Maroc est devenu exportateur d'automobiles en lieu et place des engrais et des phosphates parce que c'était juste la force du royaume. Et le Nigeria a des aspirations identiques. Et le Sénégal aussi avait un embryon d'industrie automobile. Donc, le Maroc, en termes de manufacture, de transformation des produits agroalimentaires
est un petit peu en avance par rapport au reste du continent. Donc, on peut y créer des relations de complémentarité à condition toutefois de faire œuvre de pédagogie, de renforcer les liens entre opérateurs économiques des deux zones, parce que je pense que les relations entre les chefs d'État se portent toujours mieux que les relations entre opérateurs économiques. S'il y a un défi à relever, c'est le défi justement des joint ventures, des alliances, de la co-entreprise, du co-développement justement, mais il faudrait que le secteur privé s'implique véritablement. Alors, il semblerait qu'en plus de pédagogie, c'est surtout la mise en place de synergies de plus en plus importantes. Et comme nous le disions tout à l'heure, dans une espèce de mouvement rampant vers l'Est. Il n'y a pas que l'Afrique de l'Ouest. Ça a commencé par l'Afrique de l'Ouest et puis ça part vers l'Afrique de l'Est. Il y a le Kenya, il y a l'Éthiopie, il y a le Soudan du Sud, avec la visite de Sa Majesté au Soudan du Sud, une fameuse visite qui reste dans les mémoires. Alors, quelles sont les principales avancées, selon vous, Adam Awad, dans cette partie du continent, à l'Est? Alors, nous avons déjà vu une incursion remarquable des banques marocaines dans cette dorsale Est, qui est une zone d'influence, je dirais, indo-franco-britannique, que ce soit à Madagascar, à l'île Maurice, et même à Djibouti, il y a une présence très, très forte, une présence marocaine. Djibouti, c'est important parce que c'est une zone géostratégique, une zone de présence de toutes les grandes puissances, de toutes les bases militaires. Madagascar, c'est important. Historiquement, là aussi, je pense qu'il y a un lien très fort avec le Maroc. L'île Maurice, c'est le hub, c'est aussi le concurrent de Casablanca Finance City. C'est quand même un pays qui a signé plus de 40 accords bilatéraux aussi et de nos doubles impositions avec les pays africains, tout d'ailleurs comme le Maroc. Et là, les modèles se croisent, mais plutôt dans la complémentarité, parce que je pense que de ce côté-là, dans l'Afrique, la présence du Maroc a été très bien accueillie par les médias, par les opérateurs économiques. Donc, en un mot, le Maroc en Afrique de l'Est, ça relève d'une logique parce que l'Afrique de l'Ouest, c'est une zone assez proche, mais je dirais que puisque le Maroc, dans la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, la zone CFA Afrique de l'Ouest, le Maroc est le premier investisseur. Le Maroc a le premier pôle bancaire. Dans la zone Afrique centrale, le Maroc est l'un des tout premiers aussi investisseurs. Il fallait donc de nouveaux relais de croissance pour les entreprises, pour les banques, pour le secteur du BTP. Et ces relais de croissance se trouvent en Afrique de l'Est. Et aussi pour un grand opérateur marocain comme le fils chérifien des phosphates, qui a réussi avec la Tanzanie et avec l'Éthiopie à essayer de créer une complémentarité africaine en matière d'engrais, d'agence, etc. Donc, tout cela préfigure des futures des relations afro-africaines. Cela va se traduire par la mise en place des chaînes de valeur horizontales en ayant en place des chaînes de valeur verticales qui jusque-là régissaient les rapports entre l'Afrique et ses anciennes puissances coloniales. Alors, il n'y a pas que l'Afrique de l'Est, il y a aussi plus au sud, vers l'Afrique australe. Vous parliez tout à l'heure de Madagascar, mais il y a aussi la Tanzanie, il y a aussi le Rwanda, et l'effort ou la stratégie royale est allée jusqu'à ces pays, en contournant un peu la question culturelle, la question historique, la question linguistique. Nous en sommes où dans cette partie du continent? Je dirais que oui, le Rwanda, oui, les relations se passent très bien parce que je pense que le Rwanda et le Maroc ont quelque part une vision stratégique qui est commune en matière de développement endogène, en matière de montée en force des... Le président Kagame fait partie justement de ces leaders décomplexés dont parlait le roi. Effectivement, le leadership de Paul Kagame rappelle vraiment Sa Majesté. Maintenant, sur le reste, il faut dire que l'Afrique australe reste une zone traditionnellement hostile au Maroc, en cause la raison, c'est le Sahara marocain, c'est cette histoire de décolonisation qui ne passe pas, qui est encore très ancrée dans les génie leaders
sud-africains. C'est ce qui se dit chez eux. C'est ce qui se dit chez eux. Effectivement, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, même si on voit quand même que l'économie souvent prend le pas sur le politique. On a vu quand même que l'une des plus grandes acquisitions de ces 10 dernières années, c'est entre le Maroc et l'Afrique du Sud, c'est l'acquisition du groupe Sahara par le groupe Sanlam, premier assureur africain. On a aussi vu dernièrement, lors de ces assemblées générales, la première banque d'Afrique qui est la Standard Bank, qui a dit que, écoutez, nous voulons aller en Afrique du Nord et certainement au Maroc, parce que le Maroc reste quand même une économie qui attire beaucoup les opérateurs sud-africains par sa maturité et par aussi le fait que le Maroc est déjà présent en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre. Donc, beaucoup de grands groupes sud-africains sont très intéressés par des co-alliances avec le secteur privé marocain. Merci Adam Awad, puisque on parle maintenant d'économie et d'investissement et de grandes entreprises au niveau de l'investissement. Sabel Chaoukri, dans votre ouvrage, vous consacrez tout un chapitre avec force détail sur ce que vous avez appelé les cables marocains ou marocaines. Ça dépend, parfois c'est masculin, parfois c'est féminin. Dans quelle mesure l'action du Maroc sur le continent se fonde sur ces grandes entreprises et quels sont dans la foulée les grands secteurs d'investissement qui sont visés ou atteints ou travaillés par ces grands groupes? Alors, la politique des champions nationaux, il s'inscrit dans le cœur de la stratégie royale d'implantation en Afrique. Parce que dès le début du 3e millénaire, avec cette nouvelle vision, tout azimut vers l'Afrique, il fallait mettre en place les outils nécessaires pour pouvoir investir le continent dans lequel on était timidement installé. Le nerf de guerre, bien entendu, c'est le financement. Le financement, c'est les banques et ensuite les assurances. Et c'est à partir de là que le Maroc a commencé à s'y implanter progressivement. Parce qu'il y a eu cette vision comme quoi une banque, il peut porter l'économie d'un pays, il peut contribuer au financement de ces économies, il peut créer de l'emploi, créer une dynamique autour, et même dans ce pays d'accueil, il peut drainer des investisseurs marocains, donc créer toute une dynamique économique. Et plusieurs pays, ils ont tout de suite adhéré à cette approche marocaine, et on a commencé. Bien sûr, il y a eu tout un travail de préparation pendant les premières années, 5-6 années, et ce n'est qu'à partir de 2007 qu'on a pu voir concrétiser les premières grosses opérations bancaires marocaines et naturellement le groupe Tijari Wafa Bank était pionnier déjà en signant le premier gros deal avec le groupe Crédit Agricole France, donc en rachetant en une fois 4 banques d'Afrique de l'Ouest. Et cette entrée en la matière, elle était déjà révélatrice de la volonté marocaine d'investir le volet économique et de traduire par les faits sa volonté et sa stratégie de mettre en place une coopération économique sud-sud avec un sacro-saint de gagnant-gagnant. Donc, pour que ça ne soit pas que de beaux slogans, il fallait mettre en place les outils. Les outils, c'était d'abord les banques, donc, qui ont investi le continent, qui ont créé des emplois, et surtout, ils ont contribué à améliorer le taux de bancarisation qui était très, très bas. À l'époque, il ne dépassait pas 7,5-8%. Et après l'entrée en vigueur des banques marocaines, tout de suite, ce taux est passé à 14-15%. Aujourd'hui, il est beaucoup plus. Donc, c'est une grande dynamique qui a été portée par les banques. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, finalement, le taux de bancarisation, alors qu'il est extrêmement important. Il est extrêmement important parce que ça inscrit les populations dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde connecté d'aujourd'hui. Avoir un compte bancaire était assimilé à un signe extérieur de richesse. Alors que Maroc, par exemple, chaque citoyen a un compte bancaire, c'est normal, comme un téléphone, un smartphone. Et aujourd'hui, ça commence à changer au niveau de l'Afrique.
et ça commence à se démocratiser et les gens commencent à adhérer dans le réseau bancaire. Il n'y a pas que les banques dans les champions nationaux, il y a les opérateurs dans l'industrie, notamment dans les BTP, parce que c'est grâce aux entreprises de BTP qu'on a contribué au lancement de pas mal de projets d'infrastructure. Il y a eu la RAM, on va venir peut-être en détail. Il y a eu aussi l'ONE dans le désenclavement électrique. Et surtout, il y a eu le groupe OCP dans la sécurité alimentaire. Et peut-être on y arrivera après un peu plus en détail. Alors justement, il y a aussi bien le secteur privé que le secteur public. Les décisions sont là, les stratégies sont posées, les moyens sont mis en place. Tout est fait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir? Je disais en ouverture qu'il y avait d'abord la préparation sur les 10 premières années, ensuite l'action, ensuite la consolidation. Nous sommes dans la consolidation. Comment faire donc pour passer à la vitesse supérieure en matière de coopération sud-sud et comment transformer ce qu'on appelle communément la malédiction des ressources naturelles en Afrique en bénédiction, parce que c'était véritablement une bénédiction. C'est méchant que je reste avec vous pour l'avenir, encore une fois. Quels sont les grands projets structurants à l'instar du fameux gazoduc Nigeria-Maroc, de la construction des méga usines d'engrais et d'autres? On en est où avec ces projets? Alors, je rejoins Adama tout à l'heure. Il a parlé du groupe OCP et de certaines usines de production d'engrais et de blending. Mais aujourd'hui, il faut savoir que l'OCP contribue énormément dans la sécurité alimentaire du continent. Je m'explique. Il y a 5-6 ans, le continent était pratiquement lié à l'importation des engrais via plusieurs producteurs. C'était des Russes, c'était des Américains, c'était même des Chinois, en plus bien sûr de l'OCP. Mais il y a 5-6 ans, l'OCP est intervenu, bien sûr, dans le cadre de cette vision royale, dans un ensemble, pour contribuer à la sécurité alimentaire, tout en implantant des filiales, d'abord en créant OCP Africa, et qui a créé des filiales dans une douzaine de pays. Aujourd'hui, il a 18 filiales dans une douzaine de pays, et là, il supporte les agriculteurs, surtout les petits agriculteurs, pour améliorer leur rentabilité en les dotant des derniers outils technologiques tels que des applications, des smartphones pour assurer, et même des drones, pour assurer une meilleure cartographie des sols qui permet aux filiales d'OCP d'élaborer des types d'engrais spécifiques à chaque sol. Les résultats ont été rapides. Et on a vu dans plusieurs pays une montée en rentabilité, en productivité de plus de 30% dans plusieurs cultures telles que le riz, telles que le blé, telles que le maïs, que ce soit au Nigeria, au Ghana, au Kenya. Mais en dehors de tout ce qui est engrais, tout ce qui est OCP, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme grand projet, comme échange économique? Le gros projet, le BTP, l'industrie, c'est le gazoduc, bien sûr. C'est le grand projet de gazoduc qui porte sur 25 milliards de dollars d'investissement, qui aujourd'hui est en phase de recherche de financement. Il faut le dire, c'est un projet qui va... en phase avancée, c'est ce qu'on dit, en phase avancée. Ils ont déjà commencé à trouver du financement. Pour moi, pour ce projet, l'essentiel, je le dis aujourd'hui, en mettant à jour de l'actualité, la bonne nouvelle, c'est le nouveau président du Nigeria qui prend la continuité. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ses premières déclarations envers le Maroc sont très encourageantes. Et comme on le sait tous, la décision politique en Afrique, elle oriente la décision économique. Donc, ces déclarations vont dans le sens de continuité. Vous savez, comme partout ailleurs, hein, pour Donald Trump aussi, c'était pareil. Mais l'Afrique a ses particularités. Oui. Donc, c'est de bon augure. Je pense que le projet
prendra du temps parce que c'est un gros projet qui va Forcément. qui va bénéficier à une douzaine de pays, tous appartenant à l'OCDE. Et aujourd'hui, on est dans cette phase de financement. Je ne pense pas que ce soit inquiétant. Il n'y a pas d'inquiétude. Il verra le jour. Question de temps. Et ce genre de projet, ça se concrétise sur 20-30 années. Ce n'est pas un projet à moyen terme. Alors effectivement, pour revenir à cette question d'hostilité, en fait, c'est une méconnaissance. C'est une méconnaissance et la stratégie de Sa Majesté, justement, était de casser cette méconnaissance en allant vers ces pays-là, en expliquant à leur population, en expliquant à leur société, en expliquant à leur classe politique et économique ce qu'est le Maroc, ce qu'est disposé à faire le Maroc. Alors, Adama Ouad, je reviens vers vous pour la question de valorisation et d'échange. Jusque-là, c'était la fameuse autre malédiction de la détérioration des termes de l'échange, du terme de l'échange qui était déséquilibré en défaveur de l'Afrique, bien entendu. Comment, selon vous, on peut s'appuyer aujourd'hui sur les expertises des uns, les expériences des autres pour valoriser ou pour mutualiser cette valorisation des ressources naturelles qui, comme chacun sait, regorge sur notre continent africain, aussi bien en onshore, en offshore, que sous le sol, que partout? Oui, c'est une question importante, vraiment essentielle pour l'avenir de l'Afrique, la valorisation des matières premières. Parce que là, c'est à la ceinture de toutes les problématiques de ce 21e siècle. Si on parle du changement climatique, vous savez qu'aujourd'hui, le monde entier est tourné vers les terres rares, vers des matières comme le lithium, comme le cobalt, et que d'ici 2035, l'Union européenne va interdire la fabrication des voitures diesel. Et là, justement, c'est sur ces questions-là que des pays comme le Maroc développent aujourd'hui de vraies expériences pour la fabrication même de certaines matières stratégiques comme les batteries de voitures. Je pense que c'est aussi en partenariat avec l'OCP, quelque part autour de l'Université Mohamed VI. Donc, il y a des pôles d'expertise qui doivent être mis à contribution pour justement aider les pays africains en matière première recherchée comme le cobalt, comme la RDC par exemple, comme aussi le Mali et même comme le Zimbabwe, autres pays hostiles au Maroc. Mais je pense qu'avec l'économie et la musique, on arrive à adoucir le mœurs. Donc, c'est de tout cela qu'il s'agit quand on parle de transformation des matières premières. Et l'autre question très importante, c'est surtout la gestion d'image qui va avec la montée en puissance du Maroc à travers l'Afrique. Il ne faut surtout pas que cette montée en puissance soit associée, par exemple, à une nouvelle forme de colonisation, comme on le voit dans certains réseaux sociaux. C'est pourquoi la gestion de l'image est très essentielle, d'autant que, puisqu'on est en Afrique, c'est une terre aujourd'hui, je dirais, de jeunesse. Vous voyez des pays comme le Sénégal, 70% de jeunes ont moins de 25 ans. Des pays comme le Nigeria, la moyenne d'âge est de 18 ans. Vous avez donc beaucoup de migrants qui quittent l'Afrique de l'Ouest pour aller en Europe et parfois pour aller au Nord et qui se retrouvent dans des pays comme le Maroc qui étaient traditionnellement des zones de transit et qui sont aujourd'hui devenues des zones d'installation. Donc, quand on parle de gestion d'image, c'est plutôt là. Comment le Maroc arrive à gérer et à absorber tous ces flux nord-sud, sud-nord, et comment aussi les populations marocaines et les populations africaines en général, parce que c'est une problématique qui est générale en Afrique. On a vu un petit peu la chasse aux Ouest africains en Afrique du Sud l'année dernière. On a vu aussi des mouvements d'hostilité récemment en Tunisie. Donc, comment le Maroc arrivera à absorber justement ces flux dans la vision stratégique qu'elle a de l'Afrique, qu'il a plutôt de l'Afrique, et comment, d'un autre côté aussi, les entreprises marocaines arriveront à créer justement ces alliances gagnant-gagnant, c'est-à-dire cette prospérité partagée qui est chère au roi Mohamed VI. Je pense qu'il le rappelle dans tous ses discours. Il faut une Afrique pour les Africains et par les Africaines. Et d'un autre côté aussi, et c'est le dernier point, puisque nous avons vu ces 20 dernières années
les grands groupes bancaires. Ça a commencé par la reprise par Attijari de Vigne, une banque malienne, et puis des banques françaises en Afrique, suivi par la PMCE et tout le groupe bancaire marocain. Mais cela comment faire en sorte aussi qu'il y ait, dans le sens inverse, la montée en force des co-entreprises maroco-marocaines pour arriver, par exemple, à faire position sur le marché marocain. Je pense que c'est comme ça, c'est en essayant de gérer les flux dans les deux sens qu'on arrivera à créer une vraie prospérité partagée tout en gérant l'image, parce que l'Afrique aujourd'hui a besoin de chaînes de valeur horizontale plutôt que des logiques verticales de domination. Excusez-moi, je vous coupe, Adama. Je vous coupe, Adama Ouad. Nous avons une tâche assez difficile de parler de 20 ans de Maroc africain, d'Afrique marocaine en 45-50 minutes. Donc ça va être, on peut fatalement pas parler de tout, mais je voudrais revenir avec vous deux, d'ailleurs, en quelques minutes, parce qu'il nous reste une petite poignée de minutes, sur ce que vous avez dit, Adama Ouad, cette expression de la gestion de l'image du Maroc. L'économie, c'est très bien, la politique, c'est très bien. Mais il y a aussi les échanges culturels, il y a aussi le tourisme, il y a aussi les échanges mutuels de savoir, de R&D ou d'autres choses. Comment gérer cette image? Vous avez 1 minute 30 pour y répondre, et Samir Chaoukri aussi. Allez-y, Adama Ouad. Oui, moi je pense que finalement, la raison de la politique, c'est l'humain. Et la gestion d'image, c'est plutôt la gestion des flux humains entre les deux pays. Nous avons plus de 20 000 étudiants subsahariens au Maroc qui sont boursiers de l'État marocain. Je pense que moi aussi, je fais partie des étudiants qui sont venus au Maroc, qui ont été boursiers de l'État marocain durant tout leur cycle d'études. Donc, je pense que ça montre cet engagement très fort quand même. J'ai eu le privilège de participer à l'avènement du roi Mohamed VI, donc entre les deux reines. Et je pense que la gestion, elle est culturelle, elle est humaine, mais c'est surtout l'engagement des populations, tant marocaines au Maroc qu'africaines du sud, au sud du Sahara. C'est créer des liens d'amitié, de coopération, c'est renforcer les connaissances communes, c'est engager les jeunes Marocains à venir visiter l'Afrique, à venir connaître le Sénégal, connaître la Côte d'Ivoire. Et vice-versa, c'est engager les jeunes élèves, les jeunes dans la génération de demain à mieux se connaître. Parce que le problème qu'on a en Afrique, c'est tout en termes d'image, c'est qu'on ne se connaît pas vraiment, on ne se connaît pas suffisamment. Justement, Samir Chaoukri, à vous, gestion de l'image, gestion de l'humain. Alors, si le royaume a mis en place une politique économique comme socle de sa stratégie africaine, bien entendu, il a accompagné cette politique par un concept de soft power qui porte sur tous ces aspects. Le soft power marocain aujourd'hui est très présent. Par exemple, comme a dit Adama, en matière de formation, le Maroc est très impliqué en ouvrant ses bras aux étudiants africains ou leur allouant des bourses et prochainement même en ouvrant de grandes écoles dans des capitales africaines. Si je prends le soft power culturel, le Maroc développe par exemple depuis plusieurs années un festival dédié au cinéma africain. C'est le festival de Khouribga et donc c'est le seul pays africain à le faire. Et le Maroc, bien sûr, tend ses bras aux pays africains en matière d'autres aspects tels que, par exemple, les opérateurs des chants religieux, qu'on les appelle les Morchidines, Morchidat. On a même aujourd'hui une fondation dédiée à cette... En matière de recherche-développement, c'est très important. Le Maroc fait beaucoup envers l'Afrique, et notamment via OCP, par son bras universitaire, l'UM6P. Il faut rappeler que l'OCP dédie 200 millions de dollars par an aux recherches et développement. Messieurs, Samir Chaoukri et Adama Ouad, cette grande citation de la littérature française, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Nous avons pour conclure une fenêtre de tir du continent pour cette période de bascule géopolitique. Comment vous la voyez et comment pourriez-vous la résumer en 30 secondes, si je peux me permettre de vous demander ça, Adama Ouad, et après à vous, Samir Chaoukri.
Alors, pour moi, c'est souveraineté alimentaire, sécurité alimentaire, gestion du changement climatique, gestion des flux humains. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes 1,2 milliard en Afrique. En 2050, on sera 2,5 milliards. C'est beaucoup de bouches à nourrir. C'est la sécurité alimentaire et la sécurité alimentaire. C'est fini pour aujourd'hui, pour l'édition Échanger pour mieux comprendre, organisée par la Fondation Attijari Wafa Bank. Merci de nous avoir suivis dans cette émission consacrée à l'Afrique, à la politique africaine du Maroc. Merci à vous, Adam Awad, d'avoir été avec nous à partir de Dakar. Merci à vous, Samir Chawki, d'avoir été avec nous. Et encore une fois, je conseille la lecture de votre livre, Mohamed VI, un roi africain, 20 ans de diplomatie marocaine en Afrique. Merci à vous toutes, à vous tous d'avoir suivi ce débat. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine édition. Merci à vous.